euh, pour le webinaire. Donc, je vois qu'il y a déjà quelques participants. Donc, bienvenue à tout le monde. Bonjour à tous. Alors, bonjour, bonjour. Donc, on va laisser quelques minutes pour laisser les quelques retardataires venir. J'en profite déjà pour vous indiquer que vous voyez sur le premier transparent de Béatrice, il y a son adresse mail. Donc, n'hésitez pas après la conférence à la contacter s'il y a des questions pour lesquelles en fait il n'y a pas de réponse apportée pendant le webinaire. Donc, c'est pas grave, vous pourrez toujours contacter Béatrice. Donc, moi, je vais me présenter brièvement parce que bon, ça fait plusieurs fois que je fais ces webinaires, donc à la rigueur, il y a déjà eu moult présentations, mais pour les petits nouveaux, c'est peut-être toujours utile. Donc moi, je suis Alexandre Cavezza, je suis docteur ingénieur en chimie et je suis responsable de Métagénopolis, qui est une unité INRAE, mais un projet à la base co-construit avec l'ICANN et l'Université catholique de Lyon, auquel appartient Béatrice. Notamment pour avoir une dimension éthique forte dans ce projet. Et Métagénopolis, donc, son but, c'est de faire de la science autour du microbiote intestinal et de comprendre les liens de ce microbiote à la fois avec notre alimentation et avec notre santé. Voilà, donc il y a plusieurs webinaires que nous avons faits sur la thématique, les thématiques du microbiote et de Métagénopolis. Je vous invite à aller les voir. On a fait des replays qui sont sur notre site mgps.eu. Et là, la rubrique médias, vous verrez, vous avez plein de sous-rubriques et il y en a une avec des webinaires. Voilà, je vais laisser peut-être Béatrice maintenant se présenter avant de commencer sa présentation. Béatrice ? Oui, bonjour à tous. Donc, eh bien, écoutez, je suis ravie de pouvoir faire ce webinaire. C'est nouveau pour moi. Alors, je suis enseignant-chercheur, donc les conférences et les cours, ça me connaît, mais c'est vrai que le webinaire, c'est une première. Donc oui, je vais vous parler de la place de l'éthique dans la recherche sur le microbiote au titre de ma participation au projet ANR Investissement d'avenir Métagénopolis, parce qu'il y a voilà, une équipe d'éthique, nous on s'appelle plateforme éthique ou plateforme SOCA, je vous le mettrai je vous expliquerai tout ça dans la présentation, et on accompagne cette recherche sur le microbiote, et je pense que vous allez pouvoir découvrir en fait l'ensemble des activités, des questions qui se posent, et puis peut-être que grâce à vous, on aura d'autres questions qui seront soulevées. Et donc, pour me présenter, je suis donc biologiste et philosophe dans le sens où j'ai fait un double cursus dans les deux, biologie et philosophie, du DUG au doctorat. Je n'ai pas voulu choisir entre les deux, ça me passionnait pour pouvoir justement travailler à l'interface des deux. Et je suis actuellement maître de conférence à l'Université catholique de Lyon. Voilà, donc tu me dis en fait, Alexandre. Oui, je vais juste repréciser un peu la manière de fonctionner. Donc, comme d'habitude, notre guest star, donc ici Béatrice, va faire sa présentation. C'est une présentation vivante. Donc, l'idée, c'est que dans le chat, comme je viens de vous le préciser, vous nous posez toutes les questions que vous avez envie concernant la thématique en question. Et je sélectionnerai quelques-unes d'entre elles, hein, en fonction de la volumétrie, bien évidemment. Et j'interromprai Béatrice pour qu'elle puisse répondre à la volée à certaines de ces questions. Voilà. Rassurez-vous, s'il en reste encore, comme je vous le disais en préambule, n'hésitez pas après à écrire à Béatrice pour avoir votre réponse si jamais vous ne l'avez pas eu. C'est de cette manière qu'on va fonctionner. Il y en a pour à peu près 45 minutes, plus ou moins le nombre de questions qui seront posées. Voilà. Et je pense qu'on peut commencer. Donc, à toi, Béatrice. Merci, Alexandre. Alors, eh bien, écoutez, on rentre alors dans notre présentation proprement dite. Effectivement, je trouve que c'est très participatif. Si effectivement vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Et puis donc, même par la suite, je sais que je pourrai avoir accès à vos questions si j'y réponds pas immédiatement pendant le webinaire. Et vous avez aussi mon mail. Voilà, comme ça, il y a moyen de se contacter sans problème. Alors, je commence par un petit panorama, si vous le permettez, sous cette forme-là. Je me suis dit, mais au fond, comment rentrer dans le microbiote? Comment leur expliquer qu'il y a plusieurs portes d'entrée? Le microbiote, bien sûr, il y a la porte d'entrée scientifique, biologique, qui est celle
principal de mes partenaires et collègues de l'unité Métagénopolis à INRAE. Mais nous, on en a une autre, une façon d'entrer dans ce domaine de recherche. Et je vais essayer de parcourir avec vous la façon de se poser des questions qu'on a plutôt nous. Donc, je dis nous parce qu'on est une équipe, comme je vais vous le présenter par la suite. Je ne suis pas seule dans la plateforme éthique SOCA. Alors, voilà mon cheminement. En fait, quelles questions on se pose? Eh bien, moi, je vous propose de vous proposer cette méthode. On pourrait déjà se demander le microbiote, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est, je pense, tout citoyen s'est un peu demandé la première fois qu'il a entendu parler de ça, peut-être aux environs de 2010, 2012, 2013, là où on a commencé à avoir beaucoup de publications de journaux dans les kiosques qui commençaient à parler du microbiote. Qu'est-ce que c'est que ce microbiote? Ensuite, pourquoi? Ça, c'est la question philosophique par excellence. Alors, vous allez voir qu'on fait à la fois de la philo et de la science avec le microbiote, parce que, effectivement, on peut se dire, mais pourquoi il y a un microbiote? Pourquoi j'ai un microbiote sur moi, à l'intérieur de moi? Donc ça va être la question de la raison d'être. Quelle est la raison d'être de ce microbiote? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que, du point de vue humain, on peut lui trouver une raison d'exister? Et puis, pourquoi faire? L'objectif, en fait, que nous, humains, on pourrait voir dans l'utilisation de ce microbiote. Évidemment que c'est le cas, on va commencer à avoir des utilisations possibles assez vite. À partir du moment où on sait qu'il existe et où on peut y avoir accès de manière beaucoup plus poussée avec le séquençage au débit. Et puis, ça peut être aussi une question de finalité. À long terme, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme partenariat peut-être avec nos microbiotes? Ça pourrait être aussi une question à poser, beaucoup plus lointaine, mais envisager ça maintenant qu'on le connaît mieux, voir ce qu'on pourrait faire, pas seulement dans 5 ans, mais peut-être dans 50 ans avec cette thématique de recherche. Après, en philosophie, en éthique, on va commencer à se demander s'il faut qu'on fasse des catégories, s'il faut qu'on invente une nouvelle notion qui rende compte du microbiote. Est-ce que le microbiote, ça va être un nouveau territoire, par exemple? Un nouveau territoire dans le corps humain qu'on va distinguer. Alors, on peut se poser la question, ça a été le cas, il y a des gens qui parlaient d'organes, il y a des gens qui parlaient d'écosystèmes. Donc, vous allez voir qu'on répond aussi à ce genre de questionnement. On peut aussi se demander à quoi ça va nous aider de connaître le microbiote. Est-ce que ça nous aide à penser tout simplement mieux en recherche? Est-ce que ça va nous donner plus de connaissances? Donc, à quoi ça peut nous aider? Et peut-être aussi, est-ce que ça va nous permettre de mieux connaître ou de mieux penser à ce que nous sommes nous-mêmes? Donc, c'est pour ça que je vous ai mis qu'il y a des questions de territoire à délimiter en recherche, des questions d'identité, en fait, sur même mieux se connaître nous-mêmes en tant qu'humains, humains avec des microbiotes, et puis un nouveau type de connaissance, parce qu'il va peut-être falloir changer un petit peu notre manière d'envisager la biologie en général, et plus précisément, par exemple, la physiologie du corps humain. Excuse-moi Béatrice, peut-être que tu vas en parler ensuite, mais pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le microbiote et qui se demandent effectivement pourquoi ces questionnements, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas bien, et peut-être que tu vas en parler, il y a des liens forts entre le microbiote, par exemple intestinal, et notre cerveau. Donc déjà, ça peut aussi poser des questions qui commande qui globalement. Aussi, certains chercheurs disent que voilà, nous ne sommes plus microbiens, nous ne sommes plus que des humains, mais aussi il faut tenir compte de nos microbes. Donc, il en va aussi de la définition de qui nous sommes, effectivement, par ce biais-là. Voilà, c'est un petit peu ça, je pense, que ça soulève dans ce type de questionnement. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est oui, même il y a eu même des philosophes et des scientifiques qui ont commencé à écrire dans des revues spécialisées de recherche. Donc, je pense à Scott Gilbert notamment, qui a écrit « Nous sommes tous des lichens ». À partir du moment où on découvre qu'on est en symbiose, en relation symbiotique avec des microbes, eh ben, c'est comme la découverte du lichen au 19e siècle, qui finalement est une symbiose aussi avec finalement algues et champignons, et qui permet l'apparition d'une troisième entité nouvelle. Et donc, est-ce que nous, il ne faut pas nous penser comme cette troisième entité nouvelle où il y avait un mammifère plus des microbiotes, un mammifère de plus en plus évolué, et finalement l'homme qu'on est devenu aujourd'hui, ça serait cette troisième entité qui a permis cette symbiose au cours de l'évolution. Donc, il y a moyen aussi de le voir comme ça. Donc, tout à fait, des gros questionnements sur comment considérer notre corps et nous-mêmes dans le paysage de la biologie, dans le paysage de l'évolution. Il y a pas mal de sujets là-dessus à revoir. Et puis, je vous ai mis en rose 3 questions. Et là, on rentre dans l'éthique, ça y est. Pourquoi on rentre dans l'éthique?
Parce qu'on va se demander, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce microbiote? Mais on peut aussi se demander plus précisément une question de protection. C'est à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il faut le protéger? Pourquoi je vous parle de question de protection? Parce qu'en fait, l'éthique, principalement, en tout cas au cours du XXe siècle, il y a un type d'éthique, un courant d'éthique qui vise la protection des entités vulnérables. Hein, ça va être une éthique dite pathocentrique, basée sur le fait qu'il y a une vulnérabilité, une souffrance potentielle de certains êtres et qu'il faut les protéger. Et donc, on va se demander si maintenant qu'on a un peu accès à ce microbiote, est-ce qu'il doit faire l'objet d'une protection parce qu'il est à l'intérieur de notre corps ou est-ce que nous, il faut qu'on s'en protège pour faire attention au déséquilibre potentiel de ce microbiote? Comment on gère voilà, ce partenariat, cette symbiose avec ces microbes? Et puis, il n'y a pas que des microbes, hein, bien sûr. Il y a aussi des virus. Voilà, il peut y avoir même des amibes selon les endroits où vous êtes allés dans le monde et qui sont restés parmi vous, à l'intérieur de vous. Et donc, est-ce qu'il faut le gérer? Est-ce qu'il faut apprendre à le gérer et apprendre à le moduler? Donc ça va nous rapprocher évidemment de questions de recherche parce que toutes ces questions paraissent comme ça assez simples, mais derrière, il va y avoir toute la question de la technologie, de la science et de comment guider la science sur ces sujets. Voilà un petit peu pour vous faire un panorama de ce que on peut poser comme question. Et puis donc, comme j'ai abordé en rose les 3 questions qui sont en fait déjà un petit peu des questions d'éthique, j'en profite pour vous donner une définition. Juste 2 définitions, je ne vous embêterai pas plus. La première, c'est celle de celui qu'on appelle un peu le père de l'éthique, Aristote, qui a écrit ses premiers traités d'éthique. Hein, en tout cas, dans notre partie du monde occidental, c'est notre référence, et 4 siècles avant Jésus-Christ quand même. Et il disait déjà que l'éthique, c'est la science qui vise la justice et l'ordre dans la cité. C'est une science pratique. On n'est pas là dans la théorie. L'idée, elle va être d'avoir un outil d'aide à la décision pour accompagner les décisions délicates à prendre et en respectant les parties prenantes, en analysant bien la situation. Il décrit toute la méthode et en ayant, si possible, des vertus morales. Il faut essayer d'avoir des vertus morales, bien sûr. Et puis aussi prendre les décisions au bon moment, en limitant l'impact à long terme. Tout ça, il le disait déjà, Aristote, c'est pour ça que je me permets de le citer, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est toujours d'actualité. Et puis, voilà, j'ai également cette citation de Paul Ricoeur, un peu plus récente. Hein, là, ça va, c'est récent. Juste pour dire que l'éthique, vous pouvez aussi la voir comme quelque chose d'individuel. Donc, ça peut être le mouvement de la liberté de chacun qui cherche une vie bonne. En fait, individuellement, on a une tendance à essayer de réussir notre vie. Qu'est-ce que ça va vouloir dire par rapport au fait que vous êtes chercheur, par rapport au fait que vous êtes un industriel? Vous allez essayer de viser une amélioration dans votre vie. Et normalement, ce que dit Paul Ricoeur, c'est que si vous conduisez de manière éthique, il devrait y avoir normalement toujours un lien avec autrui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé faire de l'éthique tout seul. C'est forcément en relation aux autres, donc dans la sollicitude envers autrui, dit-il, et dans un juste usage des institutions sociales, parce que l'idée est de dire, un peu comme Aristote, qu'il faut une certaine forme de justice. Voilà, donc c'est des propositions, des définitions d'éthique, vous en avez plusieurs, c'est des propositions pour rentrer dans le sujet. Je ne sais pas si à ce stade, tout le monde... Après, on est d'accord que ce n'est pas une science exacte et qu'effectivement, ça fait aussi l'objet peut-être de consensus et de discussions avec plusieurs angles de vue, peut-être. Ah oui, oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est que quand on vous fait une présentation, il y a de l'éthique, en fait, on pose le cadre, on pose des définitions, bien sûr, on avance avec rigueur parce que c'est une science pratique mais rigoureuse. Après, ça reste une proposition d'angle de vue. Vous pouvez très bien en avoir un autre. Après, au niveau de la méthode, par contre, comme moi, je me suis spécialisée en éthique, j'ai forcément plus la méthode éthique que les personnes qui en ont jamais fait, pardon. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous propose de me suivre dans cette méthode. Mais par contre, dans ce que je dis, c'est des propositions à débattre, tout à fait, que moi, je défends avec ma méthode, mais qu'on peut débattre. Très bien. D'ailleurs, nous, on a une équipe, hein, tu vas en parler, de SOCA, qui est composée donc de plusieurs personnes. Ça permet d'avoir... voilà. Ouais.
Alors Alors, voilà, justement. attends, du coup, il y a une question là qui arrive. C'est comment, du coup, on peut trouver un consensus sur cette éthique qui doit certainement dépendre des cultures dans lesquelles on évolue. J'imagine que suivant telle ou telle population, tel et tel pays, les cultures sont différentes et donc l'approche de l'éthique est différente. Du coup, Tout comment on à gère fait. ça? Existe-t-il une éthique universelle quelque part? Alors, c'est effectivement un très grand débat sur le fait que l'éthique soit relative à une culture ou est-ce que l'éthique est universelle. Bon, alors déjà, je ne l'ai pas précisé, mais morale et éthique, dans le sens où je l'emploie, c'est la même chose, hein. Morale, c'est la racine latine, éthique, c'est la racine grecque. Mais ça veut dire en gros la même chose, c'est-à-dire quand vous vous préoccupez de savoir s'il est légitime ou non, s'il est dommageable ou non, s'il est bon ou utile ou non de faire une action. Déjà, c'est ce point. Alors, bien sûr, en fait, ça va varier selon les cultures, mais on va essayer de trouver, et c'est possible, des principes universels. Les principes universels, vous en avez 4 qui remportent le consensus international, mais évidemment, là, je m'avance, parce que c'est le consensus international plutôt des pays occidentaux. Pour exemple, il y a eu un congrès international sur l'éthique concernant l'utilisation de CRISPR-Cas, les outils d'édition du génome en 2015. Et là, c'était international. Et en fait, ceux qui ont parlé, c'était surtout les États-Unis, l'Europe. La Chine est restée silencieuse. Elle est venue à ce congrès pour essayer de faire une charte éthique internationale sur l'utilisation des outils d'édition du génome, mais elle est restée silencieuse. Donc, on n'a pas réussi à faire un consensus avec la partie plus asiatique représentée dans ces délégations internationales. Donc, c'est pour vous dire que pour l'instant, en éthique, majoritairement au niveau international, c'est Amérique et plutôt Amérique du Nord, Europe qui vont s'exprimer. Donc oui, on a un biais occidental. Et moi, quand je vous parle, je suis obligée de dire que j'ai un biais occidental. Par contre, il est possible de parler avec d'autres cultures. Et pour preuve, moi, pendant 3 ans, on a fait un projet européen avec l'Université catholique de Lyon où on est allé former les membres des comités d'éthique en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Ghana et en Guinée. Et en fait, l'idée est de savoir transposer une méthode, mais pas du tout des présupposés, des préjugés, des idéologies. Et c'est très délicat, mais vous pouvez tout à fait donner des outils, des méthodes, en laissant les personnes se les approprier dans leur culture pour eux-mêmes arriver à progresser dans leur délibération éthique, dans leur adaptation aussi à l'éthique internationale, mais sans leur dire quoi penser et sans leur dicter non plus de référence. Aristote, c'est pour nous, c'est pas pour les Africains en Afrique de l'Ouest, ça leur dit rien. Donc, moi, j'ai fait un travail où je leur ai demandé de référencer les pères de la philosophie morale chez eux, les pères de la moralité, de l'éthique, et après de se baser sur ces références-là. Donc, c'est tout un travail de transposition uniquement d'une méthode et pas d'une idéologie, et c'est pas facile, mais c'est possible quand même. Très bien. Et les grands principes reconnus quand même internationalement, mais donc surtout Amérique du Nord et l'Europe, c'est l'autonomie, avec le consentement, le recueil obligatoire du consentement, vous le savez, depuis le Code de Nuremberg de 1946, après les atrocités commises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est reconnu internationalement, l'autonomie, avec le consentement. La bienfaisance, la non-malfaisance et la justice, ça quand même, voilà, c'est des principes censés être majoritairement représentés sur la planète. Très bien. Alors, Alors, l'équipe SOCA. équipe SOCA, vous avez là, je vous ai mis en fait la diapo en anglais, j'espère que ça ne vous dérangera pas, sinon je vous la traduis vite fait. C'est parce qu'en fait, c'était justement l'affichage qu'on a fait en 2014, parce que donc on est ancien déjà, on est depuis le début du projet, puisque l'Université catholique de Lyon est partenaire de l'ANR Métagénopolis depuis le début, et donc au début, on avait aussi présenté ce qu'on faisait dans une sorte de grand projet financé par une fondation qui s'appelait Innovetix. Et voilà comment on se présentait. En fait, c'était une manière de dire qu'on avait essentiellement la construction des questions éthiques. En fait, on fait de la co-construction des questions importantes à traiter avec les chercheurs et les industriels. On ne vient pas tout seul, là, en tant qu'éthicien, philosophe des sciences, et puis on vous dit voilà ce qu'il faut faire. Non, l'idée, c'est qu'on discute ensemble et on voit ce qui est prioritaire à traiter. Ensuite, l'idée est de dire qu'il faut regarder l'impact sur la société, sur l'acceptabilité sociale, et d'essayer de construire des choix éthiques. Donc, par exemple, en construisant une charte éthique
pour l'unité Métagénopolis et éventuellement à proposer aux partenaires ensuite. Et puis, tout ça, c'est basé aussi sur le fait qu'on forme le personnel de l'unité Métagénopolis. Il y a évidemment des cycles de formation et ensuite des cycles de séminaires pour qu'il y ait un peu de contenu et de monter en aisance sur ces sujets. Voilà. Alors, Béatrice, excuse-moi de t'interrompre. Moi qui n'étais pas là lors de on va dire, de la genèse du projet en 2011-2012, qu'est-ce qui a motivé au fond des chercheurs microbiologistes, biologistes à construire un projet, un dossier soumis à l'ANR, au Secrétariat général pour les investissements? Qu'est-ce qui les a motivés à inclure dans la construction du projet, c'est assez rare quand même, une dimension éthique? As-tu, toi, cet historique pour expliquer, mais quelle était la motivation première? Parce que là, on s'aperçoit, et tu vas en parler, toute l'importance que ça a dans notre travail au quotidien, mais à l'origine, c'est pas évident comme démarche. Alors justement, je vais peut-être vous montrer du coup, pour répondre à ta question, je vous l'expose en même temps, la diapo, ces 2 diapos plus tard, mais ça vous donne un élément de réponse. C'est très simple, il y a eu un précédent qui était un projet de recherche dont je vous retrouverai le nom, qui était financé par le NIH aux États-Unis, où il y avait aussi une composante éthique, un partenaire éthique. Et en fait, ça a été un cuisant échec parce qu'il n'avait pas donné au partenaire éthique, il lui avait donné uniquement un rôle, figuratif. Voilà, juste, il pouvait donner des conseils, il pouvait, s'il voulait, faire des choses, mais il n'était pas vraiment intégré en tant que partenaire à part entière. C'est-à-dire que quand vous êtes partenaire à part entière, s'il y a un problème, vous le réglez entre partenaires, vous n'êtes pas mis à part des discussions. Et potentiellement, s'il y a quelque chose de grave, vous avez potentiellement un droit de veto. Alors, je vous rassure tout de suite, ça va vous faire peur. Il n'y a jamais eu de droit de veto dans Métagénopolis. C'est juste que l'éventualité qu'il puisse un jour y en avoir un change tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce précédent qui était... je vous retrouverai le nom du projet parce qu'il a fait vraiment scandale à l'époque. En fait, avait vu la démission aux États-Unis dans ce gros projet avec beaucoup de financement, la démission de la partie éthique qui avait dit que de toute façon, ils ne pouvaient pas travailler parce que les chercheurs faisaient sans eux, les écoutaient pas, interagissaient pas et qu'il se passait rien en fait. Et que donc, ils ne voulaient pas cautionner en mettant éthique sur un projet qui n'avait finalement pas fait d'éthique du tout. Mais le problème était le montage, probablement. Alors, on peut toujours dire que c'était aussi les personnes, mais essentiellement, le diagnostic a été que c'était le montage. Et donc, c'est vrai que c'est très rare, mais on est assez fiers de dire que l'ANR Métagénopolis, l'ANR Investissement d'Avenir, est un succès parce que le montage qui a été prévu par, du coup, INRA à l'époque et Investissement d'Avenir, c'était que ce soit un pré-démonstrateur industriel, certes, mais qui est un fondateur, un des fondateurs, qui est l'Université catholique de Lyon, un des partenaires obligatoires du projet, ça soit la partie éthique. Et donc, en fait, ça ne peut pas fonctionner sans. Si un des partenaires dit que le projet ne peut plus avancer parce qu'il y a de trop gros problèmes, ça remet en cause théoriquement le projet en lui-même. Ça remonte à l'ANR pour dire que ça ne va pas. Donc, ça donne un poids sans précédent au partenariat, en fait, entre biologie et éthique, entre recherche en biologie et accompagnement éthique. Et on peut dire que ça marche parce que, évidemment, après, il faut que chacun arrive à le vivre de manière positive. Mais là, on a déjà la première partie de l'ANR 2012-2019 qui prouve que c'est un succès. Et je pense que la suite va l'être aussi, Alexandre. Oui, surtout pour le French Gut, effectivement, où nous aidait beaucoup. C'est pour ça que dans cette diapo, en fait, je vous ai résumé ça. Je vous ai expliqué la plateforme SOCA rapidement. D'abord, je pense aussi que par rapport au projet américain, nous, finalement, la plateforme SOCA dans Métagénopolis, c'est un groupe de recherche d'enseignants-chercheurs en éthique des sciences et des technologies. Et donc, derrière, il y a un sacré background. Il y a quand même des enseignants-chercheurs qui travaillent sur des sujets d'actualité en sciences, en technologie et en éthique. On travaille en interdisciplinarité, on sait déjà comment travailler avec des chercheurs en biologie, etc. Donc, c'est plus facile. Et puis, on donne un avis, comme je l'ai dit, on intervient pour un avis sur un cas quand on est sollicité. Mais comme je viens de le rappeler, c'est la règle du go-no-go. C'est ce que je viens de dire, c'est que comme on est partenaire à part entière, l'idée est de dire qu'on doit s'exprimer quand il faut y aller sur un nouveau projet, sur le French Gut, voilà. On doit demander notre avis et on doit être partant
Parce que si pour une raison grave on ne l'était pas, ça pourrait remettre en cause, en tout cas il faudrait rediscuter la nature du projet. Et donc je pense que c'est ce montage qui permet du coup d'impliquer plus fortement l'éthique. On peut dire les choses comme elles sont. Ouais, j'avais envie de dire, c'est plus même qu'un avis. On prend le cas du French Gut qu'on a déjà parlé dans d'autres webinaires, qui est un énorme projet. Euh, à l'origine de ce projet-là, on a sollicité le comité éthique parce qu'on avait un certain nombre de questions, de façons de faire. On avait des idées et on les a toutes challengées avec le comité éthique qui nous a dit bon, ça non, oubliez, c'est pas possible, ça pourra pas se faire, ça faites plutôt comme ça, etc. Donc ça nous a vraiment guidé dans la structuration du projet scientifique en partant donc des recommandations de ce comité-là. Donc voilà, ça c'est important de le dire, je pense. Oui, tout à fait. Et alors voilà pour cette diapo. Alors celle d'avant, en fait, c'était aussi pour vous dire que quand je dis qu'il y a un background derrière, en fait, l'Université catholique de Lyon, elle apporte tout l'aspect formation. Elle a des formations en lien avec l'éthique des sciences et des technologies, à la fois des formations pour les professionnels, des formations évidemment pour les étudiants, qui mêlent sciences et humanité, sciences et éthique, et même au niveau master. Et là, on en parlait justement avant, un master voilà, de biobanque où il y a les aspects éthiques et réglementaires qui sont impliqués. Donc du coup, on est très proche en fait des thématiques de Métagénopolis et on a les compétences et le savoir-faire pour apporter voilà, des interactions. C'est juste pour dire qu'évidemment, il y a tout ça derrière. D'ailleurs, ces formations sont ouvertes à tout le monde. Nos auditeurs, là, ils pourraient te contacter s'ils sont intéressés par. C'est ouvert à tout le monde. Hmm. Et en plus, avec le Covid, comme vous le savez, maintenant, c'est ouvert, comme on dit, c'est pas très joli en français, en distanciel. Et donc, on peut aussi se connecter à distance de toute la France et les cours sont accessibles en revisionnage pendant 1 an. Donc, on peut les visionner même si on n'était pas là pendant le cours. Donc, voilà, c'est évidemment des choses qui peuvent être intéressantes pour vous. N'hésitez pas, il y a le site UCLI là, UCLI Université catholique de Lyon, et puis vous avez mes coordonnées évidemment. Donc ça, c'était pour la plateforme SOCA. Et puis, surtout, on est monté en puissance parce que depuis septembre 2020, pour la deuxième partie de l'ANR Métagénopolis, on a donc quand même, j'ai envie de dire, dédié au projet Métagénopolis, on a 5 enseignants-chercheurs, alors pas à temps plein, je le précise, c'est à peu près deux équivalents temps plein, mais répartis sur des compétences multiples. 5 enseignants-chercheurs, donc Sylvie Alouche, Michel Raquet, Juan Vidal, Claire Brun, moi-même, et puis une doctorante, Laurence Terzan, qui est médecin, qui fait sa thèse sur la symbiose, et une assistante ingénieure qui nous aide pour le suivi du projet. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui apporte évidemment, qui fait monter en puissance la collaboration. Béatrice, juste une rapide question. Au niveau national, est-ce qu'il y a une instance qui gère un peu ces aspects sciences et éthique? Et si oui, est-ce que tu as son nom? Alors, vous avez effectivement, alors je recommande toujours, et en plus tous les avis rendus sont disponibles en ligne. Vous avez le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, pour toutes les questions les plus larges qui soient. C'est le comité le plus haut, enfin en éthique nationale. Il est consultatif, il donne des avis consultatifs, mais il peut être saisi à la fois pour conseiller le président. Donc il y a eu des avis pendant le Covid, si ça vous intéresse, évidemment pendant les confinements. Et il peut être saisi par un ministère, il peut être saisi par une association, il peut être saisi même par un citoyen. Donc ça, c'est l'instance la plus générale. Et après, vous avez plus précisément, au niveau de tout ce qui est numérique et intelligence artificielle, vous avez le CERNA. Ça va être en fait un comité d'éthique dédié sur les questions du numérique et de l'intelligence artificielle. Et puis après, vous avez des comités, des CER, qui s'appellent les comités d'éthique finalement régionaux et d'évaluation. Et donc, ça va être ceux qui, de manière, alors à Paris-Saclay par exemple, à Lyon, vont être montés pour évaluer tous les nouveaux projets de recherche. Voilà. Et donc, vous en avez forcément un dans votre région. Et il faut savoir que pour toute recherche, normalement maintenant, depuis la loi Jardé de 2016 et le code européen qui fonctionne en parallèle, toute entreprise de recherche impliquant de près ou de loin un être humain, c'est-à-dire que ça peut être en lien avec son corps, son intervention physique, ou simplement le fait de faire des questionnaires, une enquête sociologique ou éthique d'ailleurs, eh bien, vous avez besoin de régler la question du consentement, d'être en conformité avec tout justement cette loi Jardé, et donc vous devez soumettre normalement votre protocole de recherche à un comité d'évaluation éthique. J'en profite pour le dire, donc les gens ne le savent pas encore, mais il faut se mettre progressivement en conformité par rapport à cette loi Jardé.
Voilà. Très bien. Merci. Alors oui, ce que je disais, c'est que pourquoi donc la plateforme Soka? Parce qu'on avait besoin de s'implanter. Nous, on vient de Lyon. Métagénopolis, c'est une unité qui, pour le projet, est construite à l'INRA de Jouan-Josas, INRAE maintenant, et on a besoin d'une éthique de terrain. Donc en fait, ça a été basé sur le fait que régulièrement, les personnes impliquées, donc moi d'abord avec Thierry Magnin, j'avais la chance de travailler en éthique avec Thierry Magnin, qui lui-même était recteur de l'Université catholique de Lyon, mais qui était aussi chercheur. Et maintenant, j'ai toute l'équipe SOCA que je viens de vous présenter. L'idée, c'est de se déplacer pour interagir justement en co-construction avec tous les représentants de l'unité Métagénopolis, tous les membres du personnel, et en s'appuyant sur justement nos compétences, ce qu'on peut apporter en termes théoriques et en termes de méthode. C'est aussi une éthique étendue parce qu'on propose finalement de ne pas se baser uniquement sur certains domaines d'éthique, parce qu'il y a des courants d'éthique. Je ne veux pas vous faire un cours d'éthique, mais nous, en fait, on prend un petit peu tout. L'idée est de dire aussi, on essaie de prendre un peu tous les principes qui peuvent nous aider. Donc les principes, ça va être la dignité humaine, les principes de vulnérabilité, je vous l'ai dit, définir l'éthique comme un périmètre protecteur autour des entités vulnérables, la question de la biosécurité, de la biosûreté, avec l'emploi des bactéries, c'est quand même des thématiques importantes, mais aussi des questions écologiques, d'éthique de l'écologie, qui inclut du coup les microbes, des questions de durabilité, bien sûr, de justice, avec à la fois l'égal accès aux technologies, mais aussi l'équité en tenant compte de la situation de chaque personne impliquée pour ne pas être injuste vis-à-vis de certains types de populations plus vulnérables, le principe de précaution, la liberté de la recherche, le principe de proportionnalité et le principe de solidarité, dont je vous rappelle qu'il est la base en France de la sécurité sociale et qui montre qu'en fait, on est censé être tous solidaires. Je le dis parce qu'en période de Covid, c'est intéressant, c'est important. On est censé être tous solidaires par rapport à une certaine forme de solidarité organique pendant le confinement. Voilà. Donc, je vais passer à ma diapo suivante. La méthode de l'analyse éthique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être finalement des choses assez simples. Élaborer les problématiques éthiques au plus près des chercheurs, au plus près finalement des pratiques déjà instituées dans le démonstrateur, donner des clés et des méthodes d'approche pour que finalement les scientifiques et les industriels puissent assez vite rentrer dans l'élaboration de questions éthiques, de règlements, de dilemmes, parce que finalement l'éthique, ça va se traduire par des dilemmes. Vous allez être confronté à un choix, et c'est là où, si on vous a donné des clés et des méthodes pour sortir concrètement d'un dilemme, là, ça va vous aider à décider. Voilà, on peut donner un exemple concret, hein. On a eu récemment, justement, lors d'un séminaire interne avec Béatrice et ses équipes, avec les industriels, voilà, des questions qu'on se pose, hein, puisque nous sommes un démonstrateur pré-industriel, donc nous avons des subventions publiques pour faire de la science, mais pour autant, l'objectif aussi de notre structure, c'est de tisser des partenariats industriels. Donc la question se pose pour certains citoyens, est-il normal d'utiliser de l'argent public pour quelque part faire du partenariat en vue d'enrichir des industriels? On peut tirer le trait un peu comme ça. Donc ça nous force à nous poser les bonnes questions. Pourquoi on le fait? Dans quel but? Est-ce que cet argent public, donc via les impôts des citoyens, ça va quelque part revenir aux citoyens d'une manière ou d'une autre? Voilà, c'est des questions de fond comme ça que Béatrice et son équipe nous aident à réfléchir. Et puis, oui, tout à fait, parce que l'idée est d'essayer d'aider les personnes qui vont au cœur du dilemme. Hein. Faire de la recherche et du partenariat public-privé, c'est un dilemme entre justement une certaine forme d'idéologie de la recherche et de la connaissance propre au public, confrontée à souvent des impératifs de vitesse, communication, stratégie venant du domaine plus industriel. Et il faut arriver à trouver, en transparence, sans se mentir sur le fait que ce n'est pas le même type de stratégie au départ, il faut arriver à trouver un moyen de s'entendre sur le temps d'un projet. Et c'est là où, effectivement, toute la question d'avoir des conseils sur la communication, d'avoir des relectures ou des discussions sur la stratégie peut être vraiment intéressant pour éviter après des tensions.
éventuelle, hein, pas systématique, mais il faut reconnaître que c'est pas toujours facile de mêler la stratégie publique et privée. Et puis il y a aussi le fait que on a des liens en fait régulièrement. C'est un va-et-vient, si vous voulez, entre le côté justement très pratico-pratique des conseils à donner sur une question qui se pose actuellement dans l'unité Métagénopolis. Et puis nous, encore une fois, toutes ces compétences où on peut aller chercher un anthropologue, spécialiste d'éthique, une spécialiste des humanités numériques, quelqu'un qui travaille plus sur l'écologie pour nous donner un regard sur la symbiose homme-microbe. Voilà, on a cette capacité aussi à inviter dans des séminaires ou à faire venir des gens qui vont ouvrir des perspectives aussi pour ne pas voilà, qu'on croit qu'il n'y a pas de solution ou qu'en fait on a pensé à toutes les solutions. Et puis en fait, il y a aussi la possibilité d'apprendre la méthode de la délibération. Donc ça, c'est aussi une chose que j'ai pas encore faite d'ailleurs, pour faire une formation à la délibération pour résoudre des dilemmes. Quand on a par exemple un problème d'image par rapport à l'impact sur la société, ça peut arriver. Hein. Il y a aussi de temps en temps des technologies mal comprises. Moi, ça me fait penser à l'image du Blender, vous savez, qui avait été publiée au moment où il y avait des protocoles do it yourself à propos de la transplantation fécale et qu'on avait vu des choses assez horribles se passer où les gens avaient commencé à essayer de faire de la transplantation fécale chez eux avec des protocoles sur Internet et où là, tout le monde avait eu très peur de ce que ça pouvait donner. Alors que la transplantation fécale, évidemment, c'est une innovation, c'est quelque chose d'extrêmement important pour certaines catégories de personnes en souffrance où il n'y a pas d'alternative. Et voilà, il faut toujours réfléchir à l'impact sur la société. C'est une thématique sur laquelle on est régulièrement confronté. On a la chance ou la malchance que le microbiote et sa recherche soient extrêmement visibles sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et donc, du coup, ça nourrit un petit peu le fantasme et l'imaginaire de beaucoup de gens. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, qui sont malades et qui voient peut-être par une communication excessive peut-être une solution à leur maladie. Et c'est là où ça devient très délicat parce qu'il arrive régulièrement que nous sommes sollicités en direct par des gens malades qui nous disent en gros sauvez-moi, j'ai entendu parler de ça, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Donc là, effectivement, c'est très délicat. Il faut trouver les bons mots, il faut savoir orienter aussi. Voilà, nous, on fait de la recherche, on n'est pas médecin. Donc voilà, c'est l'éthique nous aide aussi à nous armer un petit peu, nous donner les bons, voilà, la bonne posture à avoir dans ce genre d'attitude. Mais c'est vrai que c'est des sujets très délicats. Alors, je continue juste parce que je vais vous donner des exemples. Par exemple, ça, c'est des questions qu'on s'est posées. Venus solliciter. Alors surtout, souvent le questionnement vient du personnel de l'unité Métagénopolis, mais qui entre 2012 et maintenant a quand même, bien sûr, il y a des permanents, il y a ceux qui sont restés, mais il y en a beaucoup qui sont partis et d'autres qui sont arrivés. Mais on a eu comme ça un peu un listing, une historique de questionnement. Donc il y avait est-ce que les bactéries me gouvernent? Ça c'est pour faire référence à ce que disait Alexandre sur le lien microbiote-cerveau. Donc on s'est assez vite rendu compte que c'était pas quand même le cas, que c'est aussi des formules un peu pour la presse qui après demandent aux scientifiques de s'expliquer sur ces questions et ça devient tout de suite beaucoup plus technique et beaucoup plus nuancé. Est-ce que je suis un écosystème? Parce que c'est ce que je vous disais au début, il faut redéfinir la question de l'homme, de l'humain. Est-ce que je suis un homme homo symbiosus, comme dirait Joël Doré? Est-ce que je suis un écosystème? Mais en étant un écosystème, est-ce que je ne perds pas ma spécificité d'humain? Parce qu'à ce moment-là, chaque organisme contenant des microbiotes est un écosystème. Et qu'est-ce qui me reste de ma dignité humaine, de ma spécificité humaine? Donc, il faut quand même aussi rééquilibrer les choses. Il y a encore des différences entre les animaux, l'homme, les plantes, même si on a une partie de nous qui ressemble à un fonctionnement d'écosystème. Et puis, il y avait aussi cette thématique assez science-fiction, hein, CGM, on avait discuté et était sorti ce nom des CGM, commensales génétiquement modifiées, pour copier les OGM. Est-ce qu'un jour on manipulera le microbiote de telle façon qu'en fait on manipulera les bactéries en symbiose avec nous, endosymbiotiques, et puis on les modifiera pour leur faire plutôt avoir une fonction préférentielle et produire plus de telle ou telle molécule, et on les réinjectera de manière à avoir une petite machine vivante à l'intérieur de nous qui remplit les fonctions qu'il faut. Donc, est-ce que ces CGM sont vraiment réalistes? Est-ce que même si ça a été pensé à un moment donné, on y arrivera? Et est-ce que c'est souhaitable? Et puis aussi la question de l'idéologie, est-ce qu'il y a un changement en cours d'idéologie par rapport aux microbes? Parce qu'on avait constaté que dans les représentations par rapport aux microbes, on vient de loin. On vient quand même
d'une représentation plutôt de Pasteur avec le fait que c'est l'ennemi, l'infection, le mal. Et que donc changer de point de vue en pensant qu'on a finalement de bonnes bactéries, entre guillemets, celles qui sont à l'intérieur de nous et qui nous rendent tout un tas de services, mais qu'il y a des déséquilibres possibles de ce microbiote et que c'est pas sans lien avec la santé de l'individu global, il faut qu'on change aussi notre manière de voir les choses progressivement. Malheureusement, le Covid a un peu exacerbé ce fait-là. C'est vrai qu'on est quand même issu de Pasteur en France, qui a un peu mis l'anathème sur tout ce qui est microbe. Et donc, microbe est souvent associé à mal, à maladie. Et c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Effectivement, les microbes aussi, enfin notre microbiote nous aide à nous protéger contre des agents pathogènes, donc des microbes, on va dire, plus virulents. Ou effectivement, comme le dit Béatrice, c'est une histoire d'équilibre. Je voulais revenir, Béatrice, sur le CGM et puis est-ce que les bactéries nous gouvernent? Moi, la question qui me vient et pour laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, c'est on voit des études régulièrement sur le lien entre intestin et cerveau. On voit que la dépression est reliée aussi au microbiote, à l'état du microbiote intestinal. Alors, je ne sais pas qui est la poule, qui est l'œuf. Il y a des maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, les troubles du spectre autistique qui sont regardés sous l'angle du microbiote. Donc, il y a un lien fort. Alors, dire que les bactéries nous gouvernent, c'est peut-être un peu osé, mais on peut aussi se dire que l'état de notre microbiote impacte sur notre humeur quelque part, ou même sur certaines maladies de notre cerveau. Du coup, voilà, qui commande, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, c'est quand même des vraies questions. Pendant longtemps, on pensait que voilà, on était maître via notre conscience de notre état, au moins mental ou de ce qu'on voulait faire, mais finalement, voilà, quand on est de mauvaise humeur, on agit peut-être d'une certaine manière qu'on n'agirait pas de bonne humeur. Et si notre microbiote impacte sur cette humeur-là, forcément, ça impacte sur notre comportement. Voilà, je trouve que c'est assez subtil comme lien. Donc voilà, moi je me dis, il y a quand même, on peut pas non plus voilà, tout balayer là-dessus. Il y a forcément un lien. Moi, je sais pas comment on peut Alors, l'aborder, oui, mais pour te répondre, en fait, on a eu cette discussion il y a assez longtemps, au début du projet, sur causalité, corrélation. Alors déjà, du point de vue de la philo des sciences, on a effectivement des outils assez précis pour ne pas se tromper. C'est difficile, mais pour comprendre qu'en fait, ce qui est publié, la plupart des choses qui sont publiées dans les articles de recherche, ce sont des corrélations. Et donc, ça veut dire qu'en même temps, vous voyez deux effets et que vous les retrouvez plusieurs fois ensemble dans l'organisme, dans un tissu, et que dans plusieurs études indépendantes, vous avez retrouvé en même temps ces deux effets. Et donc, vous dites que ces deux effets sont corrélés. Vous ne dites pas que l'un est la cause, l'autre l'effet. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas savoir si le fait qu'ils soient toujours ensemble prouve que l'un a engendré l'autre ou si simplement la causalité, elle est ailleurs. C'est-à-dire c'est une troisième entité qui engendre ces deux effets en même temps ou si encore il y a un autre schéma causal. En fait, c'est certainement très complexe et donc l'idée est de faire très attention à ne pas confondre le fait que simultanément, vous pouvez publier scientifiquement que des processus sont corrélés et donc vous voyez une augmentation de tel type de bactéries dans le microbiote en lien avec le fait que vous avez fait tel régime ou que vous êtes déplacé dans tel pays pendant plusieurs mois et que vous avez vécu forcément d'une manière différente et mangé de manière différente. Ça, c'est des corrélations. On a une idée maintenant de comment ça fonctionne, mais stricto sensu, au niveau de la publication scientifique, il faut garder le terme corrélation parce que il est arrivé qu'on se trompe et que ce qu'on prenne pour la cause était simplement un effet et que finalement la cause on la connaisse pas ou que même parfois on inverse, c'est-à-dire ce qu'on prenait pour la cause c'était l'effet et l'effet c'était la cause. Donc c'est beaucoup plus, en fait, la plupart du temps les études actuelles qui publient beaucoup sur ces sujets, voilà, elles ne vont pas au-delà de la corrélation. Et ça, pour le public, c'est très difficile à comprendre. C'est pour ça qu'on ne va jamais pouvoir dire que les bactéries nous gouvernent, c'est de la causalité. C'est faux. Scientifiquement, c'est faux. C'est de la corrélation. Ce que tu disais, oui, il y a un lien, mais c'est un lien de corrélation pour l'instant. Après, maintenant, avec les études, effectivement, on montre que, en tout cas chez la souris, les souris germ-free sans microbiote, on a prouvé qu'elles avaient une façon différente d'appréhender l'angoisse ou la peur. Par Donc ça, transposition fécale. c'est publié chez la souris. Il faut attendre de voir ce qui se passera chez l'homme. D'accord.
Donc au moins, il y a cette relation, enfin, cette causalité qui est démontrée chez l'animal pour l'instant. Voilà, mais c'est quelques études chez la souris. Mmh. Voilà, faut être très, 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 Mmh. précautionneux et je pense que le problème, c'est justement de trop vite vouloir mettre, cause-conséquence, cause-effet, alors qu'en Bah, fait, ce scientifiquement, qui, on sait pas. ce qui aborde une autre question qui est posée dans le chat, effectivement, c'est qu'il y a énormément de communication dans tous les sens. Il y a des sociétés qui se créent, il y a des médias voilà, qui vont peut-être trop loin dans le discours. Et la question est, y a-t-il ou va-t-il y avoir, selon toi, une réglementation sur la communication qui peut être faite dans ce domaine-là, du microbiote et de la santé, peut-être des labels, je ne sais pas si ça existe dans d'autres domaines d'ailleurs, hein, dire voilà, à un moment, je sais qu'on en avait discuté en se disant est-ce que Metagenopolis ne pourrait pas être quelque part une sorte d'institution qui garantit la véracité d'un discours scientifique ou au moins d'une affirmation. Voilà. Est-ce qu'il existe selon toi ou est-ce que ça existe dans d'autres domaines d'avoir une sorte d'instance de contrôle de la communication d'une thématique scientifique donnée? Par exemple sur les OGM, puisque moi je pense à ça, qui a fait l'objet de beaucoup qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que c'est Non. cadré ou pas? Alors donc non, pour te répondre, il n'y a pas d'instance qui régule ce que l'on peut dire, parce qu'en fait, il y a une pratique qui est quand même la liberté de, comme vous le savez, démocratique voilà, de penser et aussi dans une certaine limite d'écriture. En tout cas, si vous arrivez à vous faire publier, bah, vous publiez un article sur Internet ou dans Mmh. une revue. Et donc, bah voilà, c'est écrit. Donc non, on ne peut pas vraiment avoir d'instance à part le reviewing des revues scientifiques. Mais par contre, ce qui est effectivement intéressant, c'est la question peut-être de créer quelque chose à partir de l'inexistant, parce qu'il y a un réel problème éthique là-dedans. Si on laisse dire des choses inexactes, comme on l'a vu pour le do-it-yourself protocole sur Internet sur la transplantation fécale, il y a eu, comme ça a été jusqu'à la mort de quelqu'un aux États-Unis. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai risque d'incompréhension, d'être aussi seul par rapport à des enjeux qui vous dépassent, que vous ne comprenez pas scientifiquement, et vous vous emparez de ça en tant qu'individu, et là, ça peut mal tourner. Et donc, oui, je pense que socialement, la société, et puis l'INRAE en tant que voilà, institut public, a quand même une forme de responsabilité et pourrait réfléchir, on y a déjà pensé. Alors, le label, c'était pour dire, est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement essayer d'avoir un label éthique, ou en tout cas, on pourrait l'appeler autrement, mais oui, c'est ça, validation quand même, par une sorte de certification, Mmh. un office de certification ou de validation que nous, on mettrait en place comme outil en tant qu'unité Métagénopolis. On essaierait de créer ça, mais il faudrait que ce soit indépendant, bien sûr, de l'unité Métagénopolis. Ça a été évoqué, on a commencé à en Mmh. discuter avec certains industriels, et puis pour Non. l'instant, on s'est rendu compte que c'était quand même très compliqué. Voilà. Mais en France, ça se structure. Il y a eu quelques semaines, pour ceux qui suivent l'actualité du microbiote, une initiative industrielle et privée, hein, l'Alliance de promotion du microbiote, qui réunit des industriels et des instituts publics. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que si plusieurs institutions françaises se mettent ensemble dans le domaine et parlent d'une seule voix, ça permettra d'avoir finalement une légitimité, entre guillemets, de pouvoir asseoir un discours voilà, qui peut faire référence. J'ai une autre question qui est dans le chat. Est-ce qu'on peut breveter un microbiote où le contenu de greffe fécale? Ça me fait penser, moi qui travaillais en chimie, qu'on ne pouvait pas breveter justement, c'est l'histoire du protocole de Nagoya, il me semble, hein, on ne peut pas breveter des trucs du vivant comme ça, on va se les approprier. Est-ce que c'est pareil pour un microbiote? Alors, oui, non, on ne peut pas. En fait, après, ça dépend des pays. C'est comme les gènes. Vous savez qu'il y a eu la grande controverse entre l'Europe et les États-Unis sur la brevetabilité des gènes. Alors, en France et en Europe, on va dire qu'en fait, les gènes ne sont pas un matériel brevetable, mais que par contre, c'est la méthode par laquelle On les obtient. on les obtient, où on les a identifiés, où on Mhm. sait qu'ils sont liés au cancer. C'était sur la question des gènes impliqués Mhm. dans le cancer, BRCA1 et voilà, notamment. Je crois que c'était avec la chercheuse Dominique Stoppa-Lyonnais, qui en fait a défendu la cause contre les États-Unis pour défendre que tout le monde ne devait pas accepter le brevetage du vivant et des gènes du vivant. Et donc, on pouvait continuer à faire de la recherche sans payer sur les gènes impliqués dans Mhm. certains cancers. Mhm. Et donc, pour le microbiote, ça serait la même réponse. C'est à l'intérieur du corps humain, mais ça sert la recherche et il n'y a pas de raison de mettre une appropriation privée qui freinerait la recherche publique
sur quelque chose qui est de l'ordre du vivant et qui, à ce titre, n'est pas censé appartenir à une entreprise. Pour autant, la question s'étend aussi au contenu de la greffe fécale pour la transplantation fécale. Si une société, il y en a quelques-unes qui sont des spin-offs de Metagenopolis, comme Mad Pharma pour ne pas la citer, si elle met au point finalement un contenu bien spécifique de bactéries commensales pour justement soigner une pathologie, une association judicieuse faite par un industriel pourrait être brevetée, par contre. Alors, c'est la recette, encore une fois, c'est le processus ou la méthode ou la recette qui est Voilà. brevetée, Mais pas pas la bactérie. les organismes, pas Voilà, les pas les micro-organismes. organismes. D'accord. Très Voilà. bien. C'est la Très grosse bien. différence entre l'Europe et les États-Unis sur cette question. Il te reste un petit peu moins de 10 minutes. On a eu beaucoup de questions, donc je ne sais pas si ça va te suffire pour terminer. Oui, c'est pas grave. En fait, je vais sauter directement à des choses qui, à mon avis, peuvent vous intéresser parce qu'il y a des choses, c'est pas forcément indispensable à mon sens. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, les risques et la méthode en fait de résolution de certaines. Alors voilà, par exemple, conseil éthique sur les risques. Ça fait partie de ce qu'on a, ce qu'a fait Soka. Ça vous donne des choses concrètes. Les risques en fait d'un projet de recherche, notamment très compétitif, voilà, leader mondial sur la métagénomie comme Metagenopolis, l'unité Metagenopolis. Il y avait différents risques qui ont été donc identifiés. Donc on a fait deux grandes campagnes de recherche qualitative avec Soka. On a interviewé très longuement le personnel de l'unité Metagenopolis à différents moments de son histoire. Donc comme ça, on a vu des gens différents. Et on a pu délimiter ces risques-là. Et donc, voilà, par exemple, on a eu à donner des conseils éthiques là-dessus. Donc, voilà un petit peu pour vous montrer concrètement ce qu'on fait. Donc, le risque de se faire dépasser, en fait, quand vous êtes leader mondial, c'est une angoisse. Et c'est une angoisse qui peut vous faire orienter vos recherches d'une manière qui peut être pas la meilleure, parce que vous avez cette pression. La pression est bonne, mais peut aussi devenir parfois un mauvais guide. Donc, il faut le prendre en compte dans les prises de décision, que vous veillez parfois un peu trop à ne pas se faire dépasser par la compétition internationale. Le risque de ne rien trouver, de la même manière, ça c'est général aux gros projets de recherche. On a une tendance à avoir un côté biaisé. C'est pas du tout, je veux pas rentrer dans l'intégrité scientifique et dire que on est à la limite de la fraude, c'est pas ça. Mais quand on a trop envie de trouver, trop envie d'arriver à des recommandations nutritionnelles, puisque c'est ça qu'il y a derrière le travail de Metagenopolis, et ben on force un peu le trait, on y va un peu trop vite, et au risque de faire des erreurs. Donc là, c'est pareil. Il y a aussi une méthode pour discuter avec des gens qui n'ont pas cette pression et qui vont vous faire un peu le travail de l'avocat du diable en vous disant, bah oui, mais là, tu es allé un peu trop vite. Tu veux bien faire, tu as une bonne intention, mais attention à ne pas brûler les étapes et à ne pas finalement arriver trop vite à des recommandations qui ne seraient pas finalement suffisamment sûres. Le devoir de donner des résultats, est-ce que toute sollicitation, vous devez répondre? C'est une question que j'ai discutée avec Alexandre. Le microbiote étant de plus en plus connu, vous allez avoir des sollicitations extérieures. Est-ce que les citoyens peuvent téléphoner, demander tout un tas de choses, envoyer leurs échantillons de sel et demander qu'on fasse tout un tas de choses avec leur microbiote? Oui et non. Ils peuvent toujours contacter pour avoir de la connaissance et pour avoir des avis l'unité Metagenopolis ou d'autres gens très compétents sur le domaine, mais on ne peut pas exiger qu'on fasse quelque chose avec votre échantillon de sel. C'est pas fait pour. On n'est pas une interface directe on n'a pas comme obligation, disons, dans ces projets de recherche-là, de traiter les demandes des citoyens directes qui sont très variables et pour lesquelles on n'est tout simplement pas adapté à répondre. Alors, on essaie de répondre toujours, ce qui est une marque de respect, mais parfois pour réorienter vers d'autres personnes. Et comme je disais, ce sont des citoyens souvent en souffrance. C'est pas des gens. Voilà, c'est ça qui est délicat. Voilà, droit de ne pas savoir, c'est très important aussi de respecter, et c'est quelque chose qui est lié au consentement. On parlait CRB, on parlait de biobanques, avec les biobanques d'échantillons de sel. Il faut toujours savoir que si on a des idées de nouveaux projets, c'est fantastique en recherche, on avance comme ça, c'est fait boule de neige. Oui, mais il y a des gens derrière. Donc, du coup, vous avez signé un consentement qui n'était pas pour ce projet qui vient de germer dans votre esprit. Eh bien, attention, il y a des gens qui peut-être retireront leur consentement en sachant que maintenant, vous allez vouloir utiliser leurs échantillons pour un projet qu'ils ne veulent pas. Et vous ne pourrez rien y faire. C'est justement la loi sur le consentement de Hurier en France et puis maintenant loi Jardé, qui s'applique plus généralement aussi en Europe. Et donc, du coup,
vous devez respecter le fait que tout d'un coup, on retire le consentement. Il faut déjà leur reposer la question. Et même si ça vous paraissait la meilleure idée du monde, même si vous voulez absolument que ce projet de recherche se fasse, vous ne pouvez absolument pas, même influencer. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit d'essayer de convaincre les donneurs biologiques qu'il faut absolument redonner leur consentement pour un nouveau projet. Ça, c'est complètement à l'encontre de l'éthique et du principe d'autonomie et de consentement. Donc, le droit de ne pas savoir, ça se respecte immédiatement. Et ce qui est un vrai problème, ce qui est un vrai problème pour un chercheur qui a une idée, voilà, de se dire que les échantillons, il ne pourra pas les utiliser. Et on en a plein chez nous, d'ailleurs, des échantillons qui ont été faits pour un projet avec les consentements donnés, et on peut rien en faire pour un autre projet. Voilà, c'est ambigu, mais si on veut rester éthique, c'est impératif parce que l'autonomie des personnes, c'est ce qui doit passer en premier et leur consentement. Et puis, pareil, au niveau des recommandations, qui sont donc le but d'un projet comme Métagénopolis, il faut qu'on fasse très attention à l'impact sur la société, parce que si vous commencez à expliquer aux gens comment ils doivent se comporter au niveau de leur hygiène de vie et de leur comportement alimentaire, vous rentrez dans une moralisation des comportements quotidiens, j'ai envie de dire primaires, comment on va faire nos courses, comment on mange, comment on se lave. Et donc, c'est quelque chose de très intrusif, c'est quelque chose de très moralisateur. Il y a ceux qui font bien, il y a ceux qui font pas bien. Et donc, on a connu ça dans l'histoire de l'humanité. On est passé par des époques où on faisait de l'hygiénisme, où en fait, on faisait même des clans entre les différents types de catégories sociales. On connaît ça aussi dans les pays comme en Inde avec les intouchables. Mais l'idée, c'est il ne faudrait pas qu'une bonne intention se retrouve à stratifier, hiérarchiser la population en catégories, alors qu'on n'a pas vraiment besoin de rajouter de la hiérarchie sur des catégories sociales qui déjà sont ce qu'elles sont et ne sont pas toutes égales. Donc, très, très attention, en fait, sur ces domaines-là qui touchent vraiment à des questions très personnelles. Est-ce que ce que tu dis là s'applique aussi aux industries? C'est-à-dire que il y a beaucoup d'industriels qui se font régulièrement attaquer maintenant parce que les aliments ultra transformés, c'est mauvais pour la santé. Voilà, j'ai vu récemment que les steaks véganes ou végétariens sont pires que les steaks classiques parce qu'il y a tout un tas d'additifs. Du coup, ça jette un petit peu l'anathème sur telle et telle société. Est-ce que là, c'est quelque part du devoir un peu des scientifiques, ou c'est, comme tu dis, éthiquement pas forcément acceptable? Est-ce que nous, on est censé, si j'ai bien compris ta question, est-ce que nous, on est censé intervenir quand on voit des entreprises se conduire d'une manière est-ce que si nos données scientifiques montrent que tel ou tel procédé industriel ou tel produit industriel n'est pas, par exemple, bon pour la santé, est-ce qu'il est notre devoir effectivement d'informer et de le dire? Alors, en fait, c'est pas notre devoir d'intervenir sur ce que dit une entreprise extérieure au consortium de Métagénopolis qui a des liens de partenariat avec certaines entreprises. En dehors de ces liens de partenariat, où là, le contrat de partenariat doit pouvoir expliquer qu'on a un droit sur éventuellement la com du partenaire. Ça, c'est à définir dans le contrat. En dehors de ça, le devoir de Métagénopolis n'est pas, et de son personnel et des scientifiques, elle n'est pas, à mon avis, d'intervenir par rapport à une autre entreprise. Mais par contre, j'ai envie de dire que le seul moyen d'intervenir, ce serait de faire de la recherche sur la question pour pouvoir ensuite publier et là faire éventuellement un article de presse en disant vous vous souvenez, il y a 2 ans, telle entreprise disait ça. Nous, depuis, on a fait telle étude. Elle est validée scientifiquement. On la publie. Et donc maintenant, on communique pour dire que ce groupe, cette entreprise, ces personnes avaient dit quelque chose qui nous semble, à la lumière de nos résultats scientifiques, inexact. Mais à mon avis, la manière éthique de le faire, c'est ça, c'est de passer par la recherche. Parce que l'unité Métagénopolis, c'est sa force. Sa réponse doit être basée sur la science et la recherche. Si on a des données validées scientifiquement pour pouvoir communiquer par rapport à une communication mensongère, on le fait. Mais si on n'a pas de données validées scientifiquement qui peuvent répondre en direct à ce que fait cette entreprise, je pense que ce n'est pas de notre devoir d'aller se mêler, de moraliser sur ce que En fait, ma question, c'était par rapport à ton discours sur la moralisation et la hiérarchisation au niveau des citoyens par rapport aux recommandations qui peuvent être formulées. Si on a des données scientifiques qui expliquent que manger beaucoup plus de fruits et légumes, c'est bien mieux que de manger de la viande tous les jours, par exemple, est-ce que c'est quelque chose quand même qu'on doit communiquer et dire, et de facto, ça va impliquer que ceux qui vont au fast-food tous les jours, c'est pas forcément bien pour leur santé? Si c'est validé scientifiquement, il y a les publications évidemment de recherche, et après, il y a toute la question de comment valoriser ces résultats scientifiques publiés
auprès du grand public. Et là, je pense au plan de nutrition, en fait, qui sont prévus, je ne sais plus si c'est annuel, biannuel, et là où je pense que l'unité Métagénopolis doit être en lien et doit déjà le faire avec les plans nutrition pour avoir un objectif beaucoup plus de santé publique. Là, c'est évident. Là, au niveau des vraies recommandations, parce que le mot recommandation, normalement, il est réservé justement au plan nutrition de santé publique. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que peut arriver Métagénopolis, par le biais de toutes les étapes de la recherche scientifique validée, puis ensuite de la transformation de ce discours scientifique en une recommandation finalement sanitaire de santé publique. Très bien. Oui, ça c'est l'objectif, j'ai envie de dire, idéal et clé du projet, mais c'est un long processus. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on fasse attention, qu'on mette parcours, à ne pas communiquer trop vite. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la communication, effectivement. Voilà. Je te laisse 2 minutes pour finir ce slide, Béatrice. Oui, alors, c'était juste la signature du microbiote. En fait, c'est une signature individuelle. Ça aussi, c'est intéressant de se poser la question de tout ce qui est protection des données personnelles et de l'identification qu'on pourrait avoir de vous à travers le fait que vous avez laissé votre microbiote dans une pièce. Au niveau des cellules de la peau, dans une salle de bain. Et donc, ça pose, évidemment, ça fait penser aux séries télévision, mais je veux dire, en fait, il faut penser qu'on peut potentiellement, on peut vous identifier avec votre microbiote. Donc, ça fait réfléchir aussi. Il y a Bienvenue à Gattaca, ce film de science-fiction où il est obligé de se laver tous les jours, de se frotter les cheveux, les cellules de la peau pour essayer d'enlever toute trace de son ADN. C'est un peu l'idée. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, finalement, ces selles, c'était assez anodin. Maintenant, on s'aperçoit que plus la recherche avance et plus on peut avoir de l'information sur une personne, sur peut-être ses maladies à venir ou son état de santé, en plus de son identification. Donc, c'est une vraie source d'information, son propre caca, si on peut le dire. Donc, effectivement, ça évolue aussi avec la connaissance. Et peut-être que demain, on pourra faire pareil avec la sueur. C'est déjà le cas peut-être avec la salive ou d'autres choses de notre corps. Donc, ça évolue avec le temps et la connaissance scientifique, j'imagine. Cette histoire oui, tout à fait. Ça évolue, mais l'idée, c'est toujours de garder l'idée d'une protection. C'est pas parce que la science évolue qu'on doit commencer à devenir traçable, qu'une traçabilité de tout ce qu'on fait doit pouvoir être en temps réel mise sur Internet. C'est en fait la même question plus générale que c'est la question de la surveillance à partir des technologies disponibles, de tout ce que font les humains à partir du fait que maintenant, on peut avoir accès très vite à des informations les concernant personnellement, y compris l'ADN de leur microbiote, y compris l'ADN de leurs cellules humaines, et qu'il faut mettre un holà sur le fait que ça serve à une surveillance inappropriée de leur vie personnelle. Donc, je pense que c'est cette thématique-là où il faut être extrêmement vigilant. Là, pour Métagénopolis, ce n'est pas un sujet tout de suite, mais je sais que la question s'était posée de savoir si on pouvait publier sur Internet les résultats d'un test, d'un séquençage au débit du microbiote. Et non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que quelqu'un pourrait avoir accès à vos résultats et s'en servir contre vous. C'est absurde, mais c'est possible. C'est déjà le cas pour beaucoup de choses, comme les téléphones portables, Facebook ou autres. Mais oui, très bien. On va arrêter là. C'était très intéressant. J'en ai une dernière. Est-ce que je peux celle-là parce que dépêche-toi, c'est pour pas qu'on perde trop de gens. En fait, pour vous faire ce petit message que si il y a notamment des industriels parmi vous ou des gens que ça intéresse, en fait, l'idée, c'était pour résumer en une diapo l'intérêt de la vigilance éthique. C'était qu'on est dans des processus innovants. C'est fascinant, ce microbiote et ce que ça nous apprend. On l'a vu avec toutes les questions que ça pose. Mais il faut absolument rajouter le petit plus, vigilance éthique. J'espère que le message est passé à travers mon webinaire, parce que l'idée, c'est d'aider à définir les conditions, qui est le cadre en fait, qui permettront de produire des innovations qui soient justement éthiques. On parlait d'un label éthique, on ne l'a pas encore, mais l'idée, c'est déjà de le faire avant de l'avoir. C'est-à-dire qu'on vise quand même que les innovations qu'on fait, et dans Métagénopolis, c'est le cas, mais aussi, on a eu des contacts avec L'Oréal qui nous a demandé quelques conseils sur la R&D. On a eu la start-up Naibook qu'on a accompagnée, même si ça n'a pas continué. Ça pourrait être quelque chose qui s'exporte, un modèle qui marche et qui pourrait s'exporter ailleurs. C'est le fait de viser le bénéfice collectif
J'avais parlé à Alexandre de l'empowerment, c'est l'idée que les gens s'emparent de la question du microbiote, mais avec les bonnes, effectivement, notions scientifiques et pas des choses grand public qui sont en partie fausses. Et qu'à long terme, en fait, globalement, on monte en puissance tous sur la connaissance de ce microbiote, mais en gardant des garde-fous, en ayant des garde-fous éthiques qui nous permettent que ce soit plutôt bénéfique pour tout le monde à long terme. Donc voilà, c'était une manière de vous redire en quoi l'éthique aide à ça et aide de ce point de vue, à mon avis, l'innovation. Merci Béatrice. Bah, écoute, je pense que on pourrait parler des heures de cette thématique-là. Il y a beaucoup de sujets et de questions. En tout cas, bah, nous, on va continuer à travailler ensemble encore plusieurs années. Il n'y a pas de souci. Et pour les autres, bah, écoutez, écrivez à Béatrice, vous avez son adresse au début, ou à moi, alexandre.cavezza@inrae.fr, si vous avez d'autres questions. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à une prochaine fois pour notre prochain webinaire dans un mois ou deux. Merci et Merci. très bonne journée. Joyeuse Pâques. Bonne journée, bon Au week-end revoir. pascal. Au revoir.